Bon, donc, très bonne cette mousse au chocolat. Wow. Dans un zapping que j'ai regardé hier sur internet, un zapping télé, c'était Eyes Up For You, je crois, ou peut-être vu. Il y avait des gens qui participaient à un jeu de télévision et puis ils avaient un t-shirt et sur le t-shirt il y avait marqué je m'en fous, j'y vais au talent. Et j'aime bien ce truc d'y aller au talent. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc-là de... Là, je passe beaucoup de temps à me préparer. À me dire non mais je suis pas prêt, etc. En fait des fois il faut y aller au talent, c'est vrai que... On y va au talent quand on sait pas. On sait pas si on va réussir ou pas. Et on s'est pas préparé pour ça, et il faut dire c'est pas grave. On se dit on s'en fout. C'est quand c'est essayé quoi. Et des fois ça marche. Bon, je voulais juste intervenir sur une... Parce que là je me suis levé donc du coup là il y a pas longtemps, et en me levant, je pense à des trucs, tout ça. Et je me dis... hop là. Je me dis quelques trucs. En fait, je regarde sur internet, je tombe sur un site qui s'appelle Point Contemporain, pratique critique en art contemporain, etc. Bon. Parce que je faisais des recherches je regardais des trucs sur le néoréalisme, enfin sur le réalisme spéculatif, et il y avait un article de Grégory Chatonsky qui commentait cette question-là, notamment dans le rapport à l'art contemporain. Bon. Et en fait, je sentais une forme de... Bon... à la fois, c'était un truc qui était intéressant, l'art contemporain, comme... moi, le réalisme spéculatif, c'est un mouvement qui m'a beaucoup intéressé. Je ne suis pas trop retourné. En fait, là, ça m'intéressait parce qu'il y avait des liens avec l'accélérationnisme, et je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, de quelle manière? Je ne sais pas trop. Je vois aussi qu'il y a un esprit un peu commun, mais je ne saurais pas dire vraiment pourquoi, parce que l'accélérationnisme, c'est plutôt basé sur Marx, sur l'idée quelque part, enfin Marx et Deleuze, c'est l'idée qu'on va un petit peu... qu'il faut laisser faire les flux de capitaux, en fait, ou en tout cas, il faut quelque part diriger ces flux de capitaux et quelque part aller dans le... En fait, c'est prendre, dans une logique de gauche, prendre à corps la déterritorialisation, qui va nous amener progressivement vers une société égalitaire et avec lequel on va abolir le travail. Et puis, voilà, bon, dans le réalisme spéculatif est plus une proposition métaphysique qui est de dire qu'on va s'interroger en termes métaphysiques sur les liens entre des objets.
Donc c'est une espèce, je vois comme une sorte d'hyper-rationalisme, mais encore je suis pas sûr que ce soit exactement ça, ça me semble pas tout à fait ça non plus. Donc on voit qu'en effet il y a quelque part une logique assez, il y a une sorte de rapport mathématique avec ces deux théories, on a un rapport un peu... Bon, et en même temps, je sais pas à quel point enfin voilà, c'est pas très clair pour moi en fait ce truc-là, donc bon, j'ai encore du mal à faire le tour de la question et de bon. Et en fait, bon, là du coup je vois donc ce site internet, et donc voilà, ça s'appelle le point contemporain, et puis voilà, puis donc ça fait des, et puis je vois bon des peintures, des réinterprétations de peintures, enfin tout un truc qui renvoie à une histoire de l'art et qui renvoie aussi, bah voilà, à ces espaces qui sont ceux du White Cube, et je me dis mais en fait est-ce que on peut sortir, en fait je me dis c'est très bien ces pratiques contemporaines, je vais pas dire oh l'art contemporain, ah, t'es nul, on comprend rien. Je dis pas ça évidemment parce que moi je vais me définir plutôt comme artiste contemporain, ou en tout cas je me suis défini pendant longtemps comme tel, et parce que j'ai navigué dans ces champs-là et que c'est des espaces qui sont passionnants, où il y a c'est un espace absolument incroyable. Enfin bon, comme la philosophie, bon voilà bon. Et en même temps, ce que je me pose, c'est il y a un dehors en fait, il y a aussi un dehors à l'art contemporain, il y a un dehors à l'histoire de l'art. Et tout comme il y a un dehors à la philosophie aussi, voilà, la philosophie, elle parle des choses, mais elle les ressent pas. Il y a j'ai écouté hier une conférence de Étienne Klein sur la mort. Et bon, il y avait quelques propositions intéressantes, enfin, moi qui m'ont intéressé en tout cas. Bon, la physique part du principe que les choses sont d'abord inertes et qu'ensuite la vie surgit à certains endroits. Du coup, mais il dit, on pourrait penser l'inverse, on pourrait se dire, le monde est vivant et qu'en fait, il y a des choses qui font que les choses sont inertes. Alors en effet, c'est ça qui est surprenant. Ça veut dire que quand j'ai écouté cette proposition-là qu'il faisait, je me suis dit, mais tiens, mais c'est marrant parce que moi, du coup, dans mon rapport à la magie, dans ce que j'expérimente comme autre manière de percevoir le monde, ce que j'ai pu expérimenter dans des cadres de modification de la perception, modification de la conscience, la réalité m'apparaît vivante. C'est très très surprenant, ça. C'est assez incroyable. Il y a les choses, les objets sont vivants, ils ont leur propre temps, leur propre espace, leur propre monde, et nous sommes en interaction avec eux, ce qui est très surprenant. C'est une sorte d'animisme un petit peu, on peut dire. On peut dire qu'il y a une sorte d'esprit des objets, mais l'esprit des objets est un esprit purement matériel. J'ai écouté aussi une conférence, ces choses-là se lient à chaque fois entre elles, hein, de Bernard Stiegler, qui parle du désir et de l'hypermatériel. Voilà, déjà il dit quelque part, par exemple, que ça c'est très intéressant, ça, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que c'est par rapport à Goldman, il y a un petit écart quand même. Il va dire voilà, que bon, bah, l'économie, c'est quelque part une espèce de système de gestion du désir. Le désir va être investi, on investit des objets de désir. Bon, très 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 intéressant ça. Et moi, je suspecte en fait que la question de l'investissement, à la fois en termes libidinal, hein, comme un investissement attentionnel, un investissement pulsionnel d'un objet qu'on va mettre sur un objet, sur une caméra, sur un... Tiens, là, j'ai envie de boire cette tisane, donc j'investis un désir dedans, en disant, ah, je vais pouvoir la boire avec ça. Bon. En fait, il y a un investissement, mais cet investissement est aussi un investissement que je crois produit un monde métaphysique. Ça veut dire que, quelque part, si j'avais pas envie de boire de la tisane, je l'aurais pas fabriquée. Parce que j'aurais pas eu d'énergie pour ça, évidemment. Et puis même, si je sais même pas ce que c'est qu'une tisane, jamais je me ferai une tisane, et puis jamais j'irai même voir ce que c'est qu'une tisane. Voilà. Si je sais pas que, quelque part, derrière la porte, ou derrière la fenêtre, il y a un soleil... et que si je crois que derrière la fenêtre, il y a juste comment dire, la fenêtre c'est une sorte d'illusion en fait, et qu'il y a juste un écran, mais que derrière il n'y a rien, je vais jamais ouvrir la fenêtre pour sortir de la fenêtre, parce qu'on va me dire qu'il n'y a rien. Donc en fait, je vais croire qu'il n'y a rien, donc c'est une sorte de croyance aussi. Donc il y a un truc comme ça qui est de, en fait, l'ensemble de nos mouvements sont liés à un récit. Je reprends Tinoco sur le sujet, mais en anthropologie on a ces questions-là aussi. Un récit qui définit quelque part des positions et plutôt des propositions dans l'espace. Hein. L'ensemble de nos propositions, des potentialités du mouvement, sont définies dans un certain espace qui est circonscrit. Moi, ce que je remarque en fait dans ce truc-là, dans cette espèce de système de modification de la conscience, etc., que dans certains moments où je peux justement déplacer ma perception et voir les choses d'une autre manière, je remarque que c'est très surprenant parce que, en fait, c'est comme si, là, quand je me déplace pour boire cette tisane, et bien en fait, je construis un monde qui est le monde de la tisane.
Mais en fait, j'aurais pu construire un autre monde. Et en fait, il est possible qu'il y ait plein de mondes que j'ai pas construits. En fait, et que je ne construis, que je ne sais même pas qu'ils existent. En fait, donc c'est comme si quelque part la géographie du monde était une géographie qui était fabriquée en temps réel, un petit peu comme un jeu vidéo comme Minecraft par exemple, ou d'autres, hein, des open world quoi, où en fait la géographie du lieu est produite en même temps où on s'avance quelque part. Il y a un côté comme ça, et la question se pose, est-ce que la réalité elle existe vraiment avant même que je l'utilise, que je la travaille. Bon, alors on peut supposer que oui, c'est pas la question, mais en tout cas c'est comme si quelque part, il n'y a pas besoin d'aller chercher des multivers super lointains. C'est comme si les multivers étaient déjà dans le quotidien, en fait. Le quotidien est déjà fabriqué dans un ensemble de... Il y a Timothy Morton qui en parle comme ça, aussi d'une espèce d'univers un peu fractal, je sais plus comment il en parle, de géométrie, de mondes qui s'ouvrent et qui sont toujours plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi, du coup. Il y a un côté comme ça, c'est un peu ça. C'est le monde de la tisane, il est gigantesque. Quand je rentre dedans, en fait, il y a tout un monde à l'intérieur. Il y a plein je sais pas si on dit peut-être des qualia, mais en tout cas, il y a plein de choses à voir, à faire, à sentir, etc. Il y a tout un monde qui s'ouvre, mais bon, de l'extérieur, il apparaît tout petit. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça, c'est comme s'il y avait des systèmes un peu de fractal où on peut grossir un objet, dégrossir, grossir, hop là, accélérer ici, machin. La perception, elle est pas, l'espace de la perception n'est pas un espace qui est plat, c'est un espace qui est constitué d'une multitude de détails, quelque part, et que quand ce détail, on l'agrandit, on peut encore en trouver d'autres, etc. Donc c'est comme s'il y avait vraiment une espèce de... Je veux dire un rapport un peu baroque, mais l'espace de la perception, il est... En fait, il dépasse, j'ai l'impression, complètement l'espace qui est proposé par la physique. La métaphysique classique newtonienne est fondée sur un espace extrêmement carré, quoi. La métaphysique d'Einstein reproduit la logique de Newton avec l'idée qu'il y a une forme d'extension et qu'il y a d'autres espaces possibles et que ça c'est juste un espace parmi d'autres. Mais en fait, moi j'ai l'impression que, je me pose la question, peut-être que l'espace et le temps tel qu'il est perçu en tout cas par la subjectivité, il est beaucoup plus complexe que ça, qu'il doit être ramené à l'ensemble des mouvements du corps. C'est une question de mouvement. C'est-à-dire que l'espace, en fait, il n'y a pas d'espace et du temps, il n'y a pas tellement un mouvement qui se déplace dans l'espace et le temps, il y a plutôt un espace et un temps qui est produit par du mouvement. C'est-à-dire que d'abord il y a un mouvement, et le mouvement ouvre un espace et un temps. C'est le mouvement qui ouvre l'espace et le temps, en fait. Donc c'est l'inverse, du coup. Bon. Alors, il y a... Étienne Klein disait plein de choses vraiment super intéressantes dans la conférence d'hier. Il, par exemple, fait aussi quelque part que le temps était... on pense en physique, on pense la mort comme la fin du temps. Il y a un temps, ce temps est presque un petit peu... c'est le temps des transformations. C'est intéressant, c'est que en physique, en fait, c'est les règles des transformations. C'est les règles de la métamorphose. Ça, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que c'est beau. Ça suppose qu'il y ait des règles qui définissent la métamorphose. Dans ce sens-là, Marx aussi définit ça. J'ai l'impression que Marx définit des règles du capitalisme. Et le capitalisme, c'est quoi? C'est un système de métamorphose. C'est ce qui fait quelque part que l'argent va passer d'un endroit à un autre et que ça va produire des effets différents. Mais ça suit des règles. Ça suit les règles comme la baisse tendancielle du taux de profit, etc. Donc il y a une espèce de physique du capital que tente de décrire Marx. Peut-être qu'il se plante, hein. Bon. Mais moi, la démarche, je la trouve en tout cas assez belle là-dessus. Et c'est comme si la physique aussi faisait ça, mais au niveau du vivant. Et ce que je suspecte, c'est qu'en fait, il y a peut-être un pont à faire entre les deux. Que quelque part, la physique, quelque part, du capital, puisse se lier avec la physique de l'espace-temps, puisque la physique du capital, c'est l'économie politique. Cette économie est une économie qui produit du mouvement, qui produit le mouvement des flux financiers, et donc qui produit surtout du désir. C'est une économie du désir, au sens d'économie libidinale. Hein. Voilà, on va assigner des systèmes de libido à des objets à travers un système de flux financier qui définit de manière collective une sorte de libido collective. Et donc, voilà. Et la question, c'est de quelle manière cet espace de libido, est-ce que quelque part l'espace et le temps sont des choses qui sont absolument indépendantes de la question humaine, que ce sont des données physiques, extérieures à la subjectivité, totalement. Pourquoi pas, hein. C'est le postulat de la physique et ça se tient, c'est une possibilité tout à fait... Enfin, moi j'ai longtemps non seulement cru ça, mais je pensais que c'était vraiment la seule possibilité la plus... Enfin, moi je pensais que c'était vraiment ça quoi, qui comptait, quoi. Bon. Maintenant je suis moins sûr. Avec les expériences que j'ai faites, je suis moins sûr que ce soit forcément ça. Ce que je suspecte,
c'est que cette conception de la physique comme un espace-temps qui soit stabilisé, l'idée qu'il y a un espace-temps qui soit stable, enfin, même s'il est un peu instable avec la relativité générale, mais bon, en tout cas sur Terre, il est plus ou moins stable. Il reste stable quand même parce qu'il est stable par rapport à des systèmes de gravité, etc. Peut-être qu'il est beaucoup plus instable que ça, que l'espace-temps est beaucoup plus moléculaire, au sens de Deleuze, mais ça fait penser aussi pour moi à ce que propose Carlo Rovelli quand il parle des grains d'espace-temps. Je pense à un rapport un peu moléculaire comme ça. Et la question c'est, et Carlo Rovelli propose ça aussi d'ailleurs, parce qu'il le propose comme étant une projection humaine aussi. Peut-être que quelque part, on peut peut-être proposer, faire le pont entre justement, comme je disais, cette espèce d'espace-temps général et moléculaire, qui quelque part serait en fait un phénomène émergent, en effet, d'une espèce de microphysique beaucoup plus fondamentale, mais que cette microphysique beaucoup plus fondamentale pourrait peut-être s'expliquer en des termes liés, en des domaines qui sont plutôt liés aux sciences humaines. Ce que je suppose, en gros, c'est que l'espace et le temps sont des données fondamentales de la vie. Et que ce que nous faisons, c'est que c'est un petit peu l'âme. En gros, ce qu'on appelle l'âme, c'est là où j'en suis maintenant dans mon raisonnement un petit peu, ce qu'on peut appeler l'âme, en fait, correspondrait à quelque chose qui pourrait être décrit en termes physiques, en termes mathématiques, comme étant par exemple des vibrations, des fréquences, et tout le vocabulaire un petit peu spirituel, New Age, mais qui correspond à quelque chose qui semble aussi proche à un système physique qui soit celui de fréquences et de vibrations aussi. Au sens littéral, au sens du son, c'est la vibration, c'est la vibration de l'air, donc c'est quand même du rythme, et puis les fréquences lumineuses sont aussi dépassées des fréquences, donc il y a des longueurs d'onde, donc on est dans des fréquences aussi. Et je me demande si la vie, du coup, pourrait pas être un système d'échange d'informations, de la manière qu'il y a des sortes de serveurs qui échangent des informations, et que la vie serait un système d'échange d'espace-temps, de mouvement. Ce qu'on échange, c'est du mouvement, en fait. Voilà. La vie serait le mouvement qu'on s'échange. Et je pense même que la vie, c'est pas simplement du mouvement qu'on s'échange en tant que tel, mais c'est que la vie serait, je sais pas comment dire ça, serait une espèce d'inverse de ça. Ça suppose pas que ce soit le mouvement qui s'échange, mais peut-être que la vie, c'est le non-mouvement qui s'échange. C'est le silence du mouvement qui s'échange, et ce que nous voyons comme du mouvement, c'est les différences entre les différentes vies. Non, c'est pas clair. C'est des différences, c'est des systèmes de différences, en fait. Donc ce qui s'échange, c'est des différences, un peu de monde, et que ces différences de monde, ces différences, produisent l'espace et le temps. Ou peut-être que le temps, d'ailleurs. Bon, mais en fait, il y aurait un truc un peu comme ça. Je pense qu'en fait, la vie correspond à quelque chose qui est beaucoup plus fondamental que le matérialisme le pense. Ça suppose pas forcément qu'il faille... Enfin, je dis ça en tant qu'artiste, et je n'ai aucune légitimité scientifique à parler de tout ça, bien sûr. Mais, au sens où j'ai pas de diplôme, en tout cas. Et puis, j'ai pas fait d'équations et de calculs et tout. Mais, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de passer par une conscience, une sorte de panpsychisme, comme proposé par Philippe Guillemant, par exemple. Je ne sais pas s'il appelle panpsychisme son système. En tout cas, il y a l'idée qu'il y a une conscience générale qui produit le reste, voilà. Ou même aussi chez, une pensée plutôt heideggerienne aussi, j'ai l'impression, comme propose Marcus Gabriel. Marcus Gabriel dit pas ça, il dit autre chose, mais bon, il y a cette idée un petit peu quand même que la conscience est quand même très importante. Il n'y a pas forcément besoin de passer quelque part par une espèce le fait que la conscience soit première en tant que telle. On peut faire une espèce de rationalisme de la conscience. Ce que je me pense en fait ici, c'est que les lois physiques seraient quelque part la projection de lois qui se situeraient en amont de la conscience. C'est comme si le monde était produit par le langage, un petit peu. Le langage produit le monde. Le langage, je pense que le langage parlé, comme là je parle, c'est un système de stabilisation, un système de calibration du mouvement, et donc de l'espace et du temps, un petit peu. Que ce que nous voyons quand même comme un espace-temps unifié, c'est parce qu'en fait nous utilisons, sans nous en rendre compte,
enfin sans l'avoir théorisé plutôt, un ensemble de technologies d'espace et du temps, parce que l'ensemble de nos technologies sont des technologies d'espace et de temps, en fait, qui stabilisent l'espace-temps. Voilà. Ça veut dire que nous vivons dans une forme de république du temps, et ce depuis longtemps. La tâche d'un ensemble, par exemple, peut-être de la philosophie, en tout cas platonicienne, je sais pas trop, bon, peut-être pas, peut-être que c'est aussi peut-être plutôt large, je sais pas trop, bon bref. En tout cas, il y a un ensemble de... Ah si, la montre, par exemple, là, la montre, c'est la montre ou la clepsydre, enfin, il y a un ensemble de techniques qui stabilisent le temps, mais il est possible que ce temps ne soit stabilisé qu'après coup, qu'il y ait une espèce de temps qui ne soit pas forcément... qu'on puisse revenir, c'est ce que je cherche du coup, revenir à une espèce de supposé temps originel, entre guillemets. Et c'est intéressant parce que du coup, quand Étienne Klein parle de la mort, il dit oui, c'était quoi? C'était comme si quelque part... ce que propose Heidegger apparemment, c'est qu'on aurait inventé la science et le temps pour ne pas parler de la mort. Et qu'en fait, il faut inférer le temps de la mort et pas la mort du temps. En fait, donc, en fait, le temps, c'est de la mort. Il faut le comprendre comme tel. Et c'est vrai que, et c'est là voilà, où je parlais de la question du coup des... Alors, je sais pas comment dire ça, c'est un terme qui revient un petit peu, c'est cette... je pourrais parler du devenir, la question du devenir, mais c'est pas tellement devenir. Je partais plutôt de la question du télos. Télos, au sens de... Télos, c'est quoi? C'est la fin. C'est justement ce qu'on vise. On vise un télos. Et ça me semble assez important parce que c'est vrai que en physique ou même quelque part dans la modernité tardive du capitalisme, on va dire oui, il n'y a pas de télos, les gens font ce qu'ils veulent, les gens vont... Non, pas du tout, au contraire, il y a un télos. Le télos, c'est tenir jusqu'à la retraite, c'est avoir des enfants, c'est... Voilà, Le télos, c'est quoi? Le télos, c'est quelque part un objectif. Et je pense pas qu'on puisse vivre absolument sans objectif. Enfin, c'est possible peut-être de chercher de vivre sans objectif, mais ça devient un objectif, hein, le fait qu'il n'y ait pas d'objectif, du coup, donc c'est cette espèce de télos qui est ramené au présent, quelque part, bon. Et c'est la question de la dérive, c'est la pensée situationniste. On n'est pas du tout là-dedans, hein. Le capitalisme n'a rien à voir avec le télos, n'a rien à voir avec la dérive. Enfin, si, au niveau des flux financiers, peut-être du marché, oui, là où il y a une espèce d'hyper... d'hyper rapidité des flux, ça, bon, et donc du coup, on serait peut-être dans une forme de dérive financière, si on veut, mais... ce que, voilà, il me semble, hein, ce que même Deleuze appelle la territorialisation, ça s'applique aussi au marché financier, donc... mais bon, en tout cas, pour la vie quotidienne de beaucoup de gens, alors, on peut pas dériver, parce qu'on ne peut pas juste se dire, bah tiens, je vais partir dehors, je vais me balader je sais pas où, et puis... je vais prendre un train pour aller dans une ville que je connais pas, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, il faut prévoir son trajet, il faut savoir pourquoi on fait ça, il faut savoir que le lendemain on va aller bosser, donc on peut pas non plus aller trop loin, il faudra revenir. Enfin, il y a quelque part des contraintes qui nous ramènent à donc un télos, donc une ligne de vie quelque part, une espèce de direction auquel on peut pas s'échapper, quoi. Parce qu'une ligne, il y a une ligne comme ça, bon. Et donc cette ligne-là, voilà, cette ligne est définie une direction, et donc il y a le sens de la ligne, et c'est le sens de la vie, c'est le sens du télos, quoi. Voilà, un côté comme ça. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe quand on est artiste. Est-ce que quand on est artiste, on a aussi ce télos-là? On pourrait dire quand on est artiste, on est libre de se produire ce qu'on veut, comme on veut, etc. Bon, oui, d'accord, c'est vrai. Bien sûr, en termes de production artistique, je suis censé, hein, parce que bon, c'est avoir, mais pouvoir produire un petit peu ce que je veux, comme production artistique, etc. Et en même temps, c'est vrai que, le moment où je produis de la peinture, que un certain type de peintures sont appréciées et achetées et pas une autre, etc. Bon, je suis sur un marché, et que du coup, je vais peut-être aussi pouvoir répondre à la demande, et je vais toujours être dans un espèce de rapport à est-ce que je réponds au marché, est-ce que je propose autre chose, est-ce que je prends un risque. Donc on est toujours sur un espèce de truc comme ça, qui se lit, qui est que on n'était pas si différent quand on est artiste et qu'on produit, un artiste on va dire un peu classique qui produit des œuvres. Les œuvres peuvent être vues comme étant des marchandises sur un marché, soit on dit l'art s'échappe de la marchandise, soit on dit non, pas tant que ça. Bon. Donc voilà, il y a plein d'effets, il y a plein de choses qui font que l'œuvre d'art peut être différente d'une marchandise, parce qu'il y a tout un ensemble de systèmes qui essayent d'échapper à cette capture-là, mais il y a plein d'arguments qui font dire aussi que pas tant que ça. Bon. Donc moi je me pose la question et de me dire, bon déjà, donc il y a en effet quelque part le fait que non seulement on n'est pas forcément sûr de ce qu'on produit, et peut-être qu'on est quelque part prolétarisé quand on est artiste, parce que finalement on n'est pas si libre de ça, de ce qu'on produit, dès le moment quelque part où on dépend d'un salaire pour vivre et qu'on dépend de ce qu'on produit pour vivre, ou alors il faut un boulot alimentaire à côté, donc dans ce cas ça devient une sorte d'activité qu'on fait sur du temps libre, mais bon,
La question, c'est est-ce que ça correspond pas aussi quelque part à d'autres contraintes et tout ça. Bon. Oui, bien sûr. Bon. Et en fait, c'est pour ça que je pense vraiment en termes de télos et me dire, bon, bah, là, par exemple, quand je reviens au début, hein, quand je passe, tout ça pour dire ça quand même. C'était quand je voyais, du coup, ces white cubes, ces gens qui faisaient de l'art dans une histoire de l'art, etc. Je me disais, bah, ils sont pris dans un télos qui est celui de l'histoire de l'art. Ils continuent une histoire qui est celle de l'histoire de l'art, en fait. C'est très bien, hein, j'ai rien contre. Mais quelque part, c'est un télos quand même. S'il y a une sorte de truc qui se suit comme ça. Est-ce que du coup, dans l'histoire de l'art, il y a une direction? Est-ce que ce télos va quelque part en particulier? Moi, je pense que cette histoire de l'art n'est pas une histoire de l'art. C'est pas tout à fait l'histoire de l'art. C'est l'histoire d'une certaine conception de l'art. Et c'est l'histoire d'un art supposé comme autonome, d'un art marchand, en fait, d'un art qui est lié à qu'on expose dans des white cubes. Et c'est pour ça que je voyais des white cubes et que ça me gênait, en fait, parce que je me dis, le white cube, c'est l'espace de l'exposition. L'espace de l'art, c'est l'espace de l'art d'exposition. Ce que moi je pense, c'est qu'il y a d'autres formes d'art, et qui ont d'autres télos. Et que ces formes d'art, comme elles sont inscrites dans d'autres télos, elles visent autre chose, elles ne peuvent pas se lier à l'histoire de l'art des expositions, parce que c'est pas le même télos. C'est-à-dire que ce sont des lignes qui vont dans des directions différentes. Alors elles peuvent se croiser, et on peut voir des croisements. Et on peut voir dans l'histoire de l'art que l'histoire de l'art, c'est une ligne qui va croiser d'autres lignes, et que voilà, bon. Et on peut peut-être supposer que même l'histoire de l'art, c'est une sorte de métaligne qui croise plein d'autres lignes et qui chope sur lui d'autres lignes, d'autres esthétiques qui sont... Mais en fait, il y aurait une sorte de multitude d'esthétiques quelque part. Il faut imaginer que dans le white cube, c'est un espace qui peut être traversé par d'autres lignes, par d'autres télos, mais que ce télos est toujours en train de le traverser et d'aller ailleurs. Et donc moi, la question, c'est de me dire, bon, très bien, mais du coup, moi, est-ce que je veux être artiste au sein de ces espaces-là, ou est-ce que ce qui m'intéresse, c'est pas plutôt de traverser et puis d'aller voir ailleurs, quoi. J'ai l'impression que je traverse. Bon, moi, il y a un télos en effet qui m'intéresse, c'est-à-dire une visée, une direction, un côté quasiment prophétique là-dedans, d'ailleurs, parce que c'est viser une direction, c'est la fin du travail. C'est pour ça que je parlais d'accélérationnisme, parce que l'accélérationnisme propose ça aussi, la fin du travail. Bon. Et là, je voyais que bon, bah voilà, quand on est artiste, on passe son temps à bosser. Moi, je me dis non, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de bosser, quand on pose cette question de fin du travail? C'est tout ce que je voulais dire en fait. Et c'est ça. Et la fin du travail, c'est aussi l'action de la mort. Parce que dans la fin du travail, il y a la fin. Il y a la fin du travail. Si le travail, c'est peut-être ce qui produit le mouvement, refuser le travail, donc refuser le mouvement aussi. Et se confronter face au vide et au néant. Il y a Étienne Klein encore en parlait encore hier, c'était intriguant parce que il disait voilà, il reprenait ça de Bergson, mais il disait quelque part que le néant on peut jamais l'approcher parce qu'il est enfin, au moment où on parle du néant, on en fait un objet positif et donc du coup en fait ça nous extrait. Et c'est pareil, c'est comme voilà. Le silence, est-ce qu'il faut parler du silence? Est-ce qu'il faut dire le silence ou est-ce qu'il faut le taire? Ou est-ce qu'il faut se taire? Voilà, bon. Et moi, c'est vrai que, bon, alors maintenant, là, je parle beaucoup, mais à vrai dire, pendant un long moment, je me suis tu, ou j'ai essayé de m'extraire de la parole, au point que ça peut aussi produire des problèmes aussi, d'ailleurs, parce que quand on s'extrait de la parole, on parle plus, et donc du coup, on est aussi très, très précaire aussi, parce qu'on parle plus, on est exclu, on s'exclut soi-même un petit peu. Mais dans cette espèce d'exclusion, j'ai pu voir des choses incroyables, en fait. J'ai pu me confronter à une forme de mort, une mort du langage, une mort symbolique. Pas une mort physique, mais bon, la mort physique aussi devenait comme une espèce de possibilité, à travers la possibilité du suicide. Et ça ouvrait un ensemble de champs de perception qui était absolument, pour moi, assez dingue. Et il y avait un télos. La mort propose un télos qui est presque une sorte d'antitélos. C'est un télos qui se pose comme possibilité. Et c'est ce qu'on trouve chez Duchamp aussi, pour moi, hein, dans Marcel Duchamp, Le refus du travail, de Maurice de Lazzarato. On a cette possibilité, cette question-là, hein, de se dire que l'urinoir agit comme étant le point depuis lequel la subjectivité peut s'offrir, peut se produire. Hein, donc, il s'agit d'arriver à l'origine de la subjectivité. Mais cette origine de la subjectivité, c'est comme si elle était produite dans la mort. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, de la même manière que les scientifiques s'attachent au temps en physique, et que le temps serait une manière de ne pas se confronter à la question de la mort, moi j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, j'ai voulu me confronter directement à la question de la mort. Et que je vois que dans la mort, il y a un télos. C'est ça qu'il y a un miroir, aussi. C'est comme si on voit les choses du point de vue de la vie, quelque part, on voit le monde d'une certaine manière. Le monde, quelque part, s'organise.
justement peut-être de manière un petit peu inerte autour de nous, quoi, voilà, et puis nous sommes vivants, et puis quand nous allons mourir, nous allons devenir ces objets qui sont inertes. Mais on peut peut-être se dire, si on voit les choses du point de vue de la mort, ou du point de vue de la fin, ou du point de vue de l'arrêt, ou du point de vue du néant, ou du point de vue du sommeil, qui sont des choses peut-être qui se relient plus ou moins. Et moi je vois un petit peu là, en tout cas là, on voit un peu l'idée, une espèce de... Voilà, bon. Si on se met dans ce truc-là, qu'on essaye de se soustraire, et là-dessus, pour moi, il y a deux artistes très importants qui parlent de ça, c'est Marcel Duchamp, du coup, sur la question de, quelque part, de la fin de la fin de ce qu'il y a à regarder, quoi. Si on regarde un urinoir, non seulement l'urinoir on voit dans le musée, mais en plus il est censé ne pas être vu dans le musée. Il est censé être vu là où il est. Enfin, quelque part on voit le monde tel qu'il est. Il n'y a plus quelque part de séparation nature-culture, quoi. C'est ce que j'aime beaucoup, quoi. C'est que c'est ou alors il y a une sorte d'hyperculture si on veut, mais en tout cas il y a un truc de voilà. Il y a une sorte de culture de la culture. On regarde la culture elle-même. Qu'est-ce qui est culture? Est-ce que c'est le musée? Est-ce que c'est l'industrie? Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Bon. Parce que je pense que c'est pensé à ce rapport-là, en fait. Enfin, je crois que je sais plus si c'est Bruno Latour ou quoi, mais j'avais noté ça quelque part que, en fait, le musée, c'est l'espace entre nature et culture. Enfin, c'est ce qui va refaire la division entre nature et culture, quoi. Mais s'il n'y a plus de musée, il n'y a plus de division nature-culture. Et dans ce cas-là, on retrouve autre chose. On peut naviguer dans cet espace naturel qui est en fait culturel. Donc, et qui est les deux en même temps. Et donc, et le musée redevient nature. Et voilà, bon. Donc, bref. Et donc du coup, John Cage 433, l'idée que voilà, on a du silence, et donc quand on a du silence, on écoute le son de la salle, et donc comme on écoute le son de la salle, et bien quelque part on agit à un métamédium. On n'est plus en train d'écouter le concert, mais on écoute quelque part ce que jusque-là on excluait du concert, ça veut dire les sons parasites, les bruits. Et finalement, pareil, il n'y a plus cette séparation entre son musical qui serait culturel et son naturel qui serait naturel. Son parasite qui serait naturel, mais on a justement l'idée que le son naturel s'inclut dans le culturel et en même temps on redevient aussi, enfin du coup s'il est culturel on peut peut-être aussi le travailler, enfin on est dans ce rapport là que quelque part finalement ce que l'on pensait comme étant naturel redevient culturel. C'est pareil, c'est comme si finalement on pourrait dire c'est la vie et la mort, quoi. On est finalement, lorsque la vie s'éteint, est-ce qu'elle s'éteint vraiment ou est-ce qu'elle ne devient pas inerte comme le monde, mais est-ce que ce monde lui-même n'est pas vivant? Enfin, si quelque part c'est un petit peu ça, quoi. Si quelque part, moi, c'est le moment où, quand je médite ou quand je suis dans le sommeil ou quoi, je suis un peu au même niveau que les objets autour de moi, je suis dans la même temporalité qu'eux, et ce faisant, j'arrive à communiquer avec eux, parce que du coup, on vit dans le même temps. Du coup, je suis plus dans un temps séparé, il y a un temps qui est, voilà. Donc il y a un truc comme ça qui se joue, j'ai l'impression. Et ce mode de perception, il pourrait être vu comme tel. Mettons que tous les objets en fait autour de nous sont dans un temps particulier, un temps qui peut être assez lent. Mais ce temps assez lent, si j'arrive à l'atteindre, du coup c'est bon, je peux naviguer avec eux. Moi je suspecte que ce temps soit en effet atteignable dans la mort ou dans le sommeil. Qu'en fait le temps que la planète Terre, par exemple, elle est vivante, mais elle est vivante, elle est très très lente. Elle a un temps qui est très 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 long. Et qu'on peut communiquer avec elle, littéralement, à condition qu'on arrive à atteindre ce temps très 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 long. Voilà. Là, ce que je suspecte, c'est que ce qu'on appelle du coup le chamanisme ou la magie, ce que j'appelle moi magie, etc. Bon, c'est l'idée qu'on navigue dans le temps. On modifie ces échelles de temps. On atteint des rythmes plus ou moins longs. Et donc du coup, on peut rentrer en contact avec des objets, des animaux, des choses qui ont leur propre temps. En fait, il suppose que voilà, chaque chose a son propre temps. Chaque chose a son propre temps et on peut rentrer en contact avec ça. Bon, c'est une possibilité, je sais pas à quel point c'est... Mais on voit ça dans Everything, le jeu vidéo Everything, où on peut incarner des animaux, on peut incarner aussi des bâtiments ou des continents. Et on voit que les bâtiments, alors les bâtiments c'est compliqué parce qu'ils se déplacent, donc c'est bizarre, mais les continents, par exemple, ils se déplacent, ou les planètes se déplacent, simplement elles se déplacent à une vitesse rapide ou lente, relativement à d'autres éléments. Donc en fait c'est... on a l'impression, on pourrait dire le soleil il est pas vivant. En fait si, il bouge juste très lentement par rapport à nous, mais du point de vue du soleil, le soleil est vivant, il a sa propre vie. Voilà, et donc il y a un truc comme ça qui se joue en fait, qui m'intrigue. Donc moi j'aime bien partir de l'idée que les choses sont vivantes. La tisane elle est vivante, mais elle a sa propre vie. C'est pas une vie humaine, c'est une autre vie. Mais que si je modifie quelque part ma manière d'être vivant,
si je me déplace dans mes modes de perception et mes modes de temps, mes modes de vie, du coup aussi, hein, et que quelque part je fais mourir presque mon mode de vie humain, eh bien je peux accéder à d'autres temps. Bon voilà, on comprend l'idée quoi. Bon, il y avait l'action du coup du rapport miroir. J'avais une vidéo que j'ai pas vue du coup qui s'appelait sur les univers miroirs, qui suppose qu'il y ait une espèce d'univers miroir à l'univers. C'est une vidéo de vulgarisation. Je sais pas trop ce que ça vaut, bon, mais et ça c'est un truc que je voyais aussi dans ces modes, dans ces perceptions, c'est comme s'il y avait la possibilité d'atteindre une perception inversée. C'est un peu surprenant, hein, mais quelque part c'est comme si voilà, il y a un texte. Je sais plus comment c'était. Il y avait un texte comme ça, et puis je pouvais le lire à l'envers. Ce texte, on peut le lire comme ça, mais on peut le lire aussi à l'envers, ou plutôt, on peut le lire comme si on était de l'autre côté, quoi. Plutôt que de le regarder comme ça, on peut le regarder comme ça, de l'extérieur, quoi. Et c'était... Ou alors, on peut dire aussi, soit un texte, on le lit... Enfin, ça, c'était... Voilà, on peut aussi être au milieu du texte, et il y a ce que soit le texte, on le lit comme ayant une signification, soit quelque part, on le voit comme étant une image, et comme étant un aplat. Et on le lit comme étant une peinture presque. Hein. Ça veut dire que ce sont que des signes, ce ne sont que des noms. Soit on dit voilà, je lis un mot, le mot il veut dire quelque chose. Soit je dis ce mot c'est une peinture et c'est juste un ensemble de graphes, en fait, un ensemble de bâtons sur du papier. C'est purement matériel si on veut. Mais il y a une forme d'hypermatériel qui est de se dire on peut aussi. C'est un terme qui est utilisé par Bernard Stiegler. C'est pas la même chose que je dis ici. Hein. Bernard Stiegler dit que justement la signification des choses, elle est inscrite matériellement. Donc c'est très matériel. Je suis d'accord avec ça. Je trouve très juste de dire ça comme ça. Je trouve ça assez évident en fait. Bon. Et là, c'est comme si on pouvait atteindre une perception qui était de derrière, en fait. Et donc je dis hypermatériel, mais on pourrait dire c'est comme si à ce moment-là, on ne s'intéresse pas tellement à la signification des mots. On n'est pas tellement dans l'idée que les mots signifient quelque chose, mais on est presque dans une sorte de signification inverse. C'est que le mot signifie l'inverse de la signification. De la même manière que si on voyait quelque part, je sais pas moi, un terrain qui est troué, on peut voir une positivité qui est trouée, ou alors on peut voir des trous qui sont environnés par de l'espace. Et c'est la même chose, c'est juste une manière d'inverser la perspective, quoi. Et donc il y avait une sorte de perspective inversée qui pouvait être faite. Autre exemple que j'avais, c'était les métaphores que j'avais, c'est soit on peut se dire qu'il y a une montagne comme ça, et on gravit une montagne, par exemple, soit on peut se dire l'inverse, qu'en fait c'est un ravin, et qu'au lieu de gravir une montagne, on descend dans un ravin. Voilà. Et en fait, soit on est optimiste, soit on est pessimiste. Mais c'est une question de point de vue aussi. Voilà. Soit on monte vers un sommet, soit on descend vers un abîme. Mais en fait, c'est juste deux perspectives. C'est le haut et le bas qui se changent, quoi, si on veut. Moi, ce que je voyais, par exemple, c'est que voilà, moi, c'était par rapport à la question de la bourgeoisie, quoi. Soit quelque part, la bourgeoisie est désirable, elle est en haut du sommet, et que donc du coup, il y a un chemin qui consiste à gravir ce sommet pour gravir et atteindre la classe sociale de la bourgeoisie, etc. Bon. Soit il y a quelque part l'inverse, et on se dit, bah non, en fait, la bourgeoisie, elle est... Ce qu'on appelle les bourgeois, c'est les gens qui souffrent, en fait. C'est-à-dire que c'est terrifiant, le bourgeois. Bourgeois, c'est quelque part c'est quelque chose qui n'est pas désirable, et puis en fait... on a l'impression qu'on le désire, mais en fait, quand on le désire, c'est plutôt qu'on est en train de chuter, quoi. Et donc, en fait, la bourgeoisie avait un peu cette fonction sociale d'être soit on la voit comme un truc qui est désirable, soit on voit un truc comme étant au contraire repoussant, quoi. Et que voilà, et qu'on descend vers elle ou qu'on monte vers elle en fait en fonction de comment on le perçoit, du coup, voilà. C'est pareil pour la question du capitalisme. Soit on désire avoir de l'argent parce que l'argent et donc il faut aller au centre là où il y a de l'argent, quoi, du coup, parce que l'argent c'est ce qui, à supposer qu'on est dans un rapport centre-périphérie, quoi, parce que l'argent c'est ce qui permet au contraire, voilà, d'avoir de pouvoir, de la visibilité, etc. Soit on se dit mais non, c'est horrible, je veux pas être connu, je veux pas être célèbre, je veux pas avoir de l'argent, je veux pas, parce que du coup les gens je saurais pas si les gens m'aiment pour moi ou pour mon argent, etc. Je saurais pas comment faire. Et dans ce cas-là, faut faire l'inverse presque. Il faut être dans la pauvreté, et dans la spiritualité, il y a un truc qui est qu'on s'éloigne de l'argent, mais parce qu'on a une grande richesse dans le fait de pas être riche, quoi. Du coup, donc il y avait un truc comme ça en fait, un petit peu. Ce sont des systèmes un peu de miroir, quoi. Du coup, en fait, c'est que
cette démarche était un peu la même. On pouvait le voir selon deux angles différents. Et c'est pareil pour le monde, du coup. La signification du monde pouvait être vue sous les deux angles différents en fonction du télos qu'on y cherchait aussi, en fonction de quelque chose. Voilà, il y avait quelque part, en fait, une sorte de multiplicité de perspectives qui apparaissait. Et voilà, et pareil pour la physique, du coup. En fait, un même modèle physique pouvait être vu d'un côté ou de l'autre, en fait. Pouvait être inversé. On pouvait inverser on pouvait voir le monde du point de vue humain, mais on pouvait aussi voir les humains du point de vue du monde. Et ça marchait, les deux étaient possibles en fait. Et voilà. Et c'était une question aussi de système de perception, quoi, du coup. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Ça fait 40 minutes finalement, c'est quand même pas mal. Je passe beaucoup de temps à parler moi à chaque fois.